il faut un plan B. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui sombrent, c'est les gens qui sont soit tout seuls, donc qui ne sont pas accompagnés, ou soit alors qui n'ont pas de plan B. C'est-à-dire que le plan A se casse les dents et ils se disent je fais quoi. Ouais. C'est ça les gens qui sombrent. Moi, ce n'était pas mon cas et c'est ce qui m'a aidé et sauvé. Et alors, la Pilus, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Ça va, ça va. Tranquille, bien installé? Écoute, le petit canapé est plutôt sympa, pas mal, hein. très confortable, C'est très un dangereux, petit paire vintage, tu vois. Donc, Exactement, faut surtout pas s'endormir avec le truc, c'est ça aussi le c'est risque. ça. En plus, il y a une petite tasse de thé devant moi et tout, donc ça donne envie de se mettre dans le truc, mais sinon ça va. C'est cool, merci, merci d'être là. Je te présente pour ceux peut-être qui te connaissent pas. Tu es un professionnel de MMA. Alors, on va voir ce que c'est le MMA. Pour les novices, ceux qui vraiment ne connaissent pas du tout ce que c'est un sport de combat dans lequel... est-ce que je peux dire que tous les coups sont permis ou pas? Peut-être pas tous les coups, mais beaucoup plus de coups sont permis qu'en boxe, par exemple. Parce que, pour expliquer, il y a coup de poing, coup de pied, de genou, il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles. Ça, tu seras d'accord avec moi? Disons que c'est un peu plus ouvert, c'est-à-dire Ouais. qu'on a le droit de frapper avec plus il y a plus de particularités, il y a plus de coups qu'on peut utiliser dans ce sport-là. Maintenant, il y a beaucoup de règles et on ne les connaît pas tous forcément, mais il y a beaucoup de règles et donc on est loin du tout est permis et tout est possible. Non, c'est pas juste l'octogone où ça se bat dans tous les sens. Il y a quand même des règles forcément. Non, c'est pas ça. Il y a même beaucoup de règles. Et donc, on va pouvoir en parler forcément pour bien comprendre les nuances aussi du sport. Et je rappelle, du coup, pour ceux qui découvrent ce format, que l'objectif, c'est de revenir sur ton parcours, parce que toi, tu es professionnel de MMA depuis l'âge de tes 18 ans, tu as remporté de nombreuses victoires, et tu es aujourd'hui, à l'âge de 29 ans, une des grandes figures, très clairement, et aucun doute, du MMA en France. Donc, on va revenir sur ton parcours. Et le fait de revenir sur ton parcours et sur tes points de bascule, donc les moments qui ont fait que tu es là où tu es aujourd'hui, c'est toujours des enseignements qui sont riches pour tout le monde. Et puis, c'est aussi l'occasion, du coup, de se plonger dans un sport qui est peut-être connu par pas mal de personnes qui nous regardent aujourd'hui, mais peut-être aussi méconnu par d'autres. Moi, je pense encore une fois toujours à ma grand-mère qui chaque semaine regarde cette émission. Et puis parfois, là, je pense que la MMA, ça lui parle pas du tout, tu vois. À la fin de l'émission, je pense que ta grand-mère elle va regarder un combat de MMA. Tu vois. Elle va regarder l'émission et elle va se dire, je vais me faire un combat de MMA. Ça y est, c'est sûr. Et franchement, pourquoi pas. Et pour finir de situer un peu le MMA aujourd'hui, donc une actualité importante concernant le MMA en France, c'est que la Ligue américaine, donc l'UFC, va organiser le 3 septembre prochain son premier combat à Paris, qui s'appellera l'UFC Paris. Et c'est une grande première en France parce que de façon plus large, le MMA en France, c'est beaucoup plus récent. Ça remonte à un peu plus d'1 an, si je ne dis pas de bêtises, la légalisation du MMA en France. 2020. Très bien. Qu'est-ce qui explique selon toi que le MMA n'était pas autorisé avant en France? Alors, je pense que déjà, c'est pas un sport français, pour commencer. Donc, si on l'avait inventé, ce serait plus simple. Ça a pris un peu de temps à arriver. Voilà, c'est ça exactement. Donc, elle a pris beaucoup de petits chemins avant d'arriver jusqu'en France. Malgré tout, on pouvait pratiquer le MMA jusque-là. C'était la compétition, en fait, qui était interdite. Et ce que je pense, c'est qu'à mon avis, l'image un petit peu du sport, c'est-à-dire qu'on voyait l'espace grillagé où les gens ne connaissaient pas forcément et qui pouvaient impressionner. Et puis il y avait le côté octogone, le côté un peu frappe au sol, et puis le côté un petit peu. C'est vrai que c'est un sport qui peut paraître impressionnant quand on ne connaît pas. Et donc je pense que c'est un petit peu cette mauvaise image et finalement la méconnaissance des gens du sport qui faisait que on ne connaissait pas du tout et donc on avait du mal un petit peu à intégrer le sport. Avec cette idée reçue justement du truc, tous les coups sont permis, donc c'est dangereux, exactement. donc on va pas autoriser quoi. Alors, c'était légalisé. En vrai, c'était pas interdit. Oui. C'est-à-dire que légalement, il n'y avait rien qui interdisait d'organiser une compétition de MMA. Jusqu'il me semble en 2017 ou 2018, où il y a eu une première compétition. Et là, ça a été interdit, pas de manière officielle, mais on a interdit 2-3 règles que comporte le MMA. Donc, on interdisait le MMA sans vraiment interdire le MMA. C'était un petit tu vois, pour passer le truc. Donc, voilà. Et depuis, la ministre Roxana Maracineanu a ouvert le truc et a vraiment mis le MMA et on va en reparler lumière. tout à l'heure et voir l'impact que ça a eu forcément sur le sport en France parce que l'impact il a quand même été présent. Je voulais qu'on commence avec le premier point de bascule pour voir ça ensemble. Je voulais qu'on commence avec un surnom que tu t'es donné. Alors je sais pas si on dit double impact, double impact, je sais pas comment est-ce qu'on le... Pareil, j'imagine plusieurs façons de le dire. Ça dépend de l'accent. Si tu as l'accent ou si tu n'as pas l'accent anglais. Non, ça dépend vraiment. On peut dire les deux, quoi qu'il arrive. Si tu dis des doubles impacts, même DI, ça suffit. DI, et c'est un surnom qui est lourd de signification car tu dis l'avoir choisi en l'honneur de ton frère, Damien, lui aussi pratiquant de MMA. La MMA, en tout cas, la MMA, c'est un sport de famille d'une certaine façon. Comment ça se fait? Est-ce que c'est nécessaire? Comment est-ce que toi, tu es tombé là-dedans assez tôt?
Ben, moi, c'est simple. C'est-à-dire qu'au départ, alors, mon frère Damien, donc, qui est Ouais. également combattant de MMA, on a 4 ans d'écart. Et donc, à ce moment-là, donc c'est mon grand frère. Mm. À ce moment-là, ce que je me dis, qu'on était plus jeune, je pense que je devais avoir 15-16 ans, et il me parle d'un sport qui s'appelait le grappling. Donc, c'est une des composantes du MMA notamment, et c'est le combat au sol. Et donc, il me dit, je viens de faire un truc, un sport, ça s'appelle le grappling, tout ça. Je ne comprends rien de ce qu'il me dit, clairement. Je ne comprends rien sur le moment. Et donc, je dis, OK, d'accord, qu'est-ce que c'est? Il me montre 2 ou 3 techniques. Et là, je tombe in love du truc. Je me dis, waouh, c'est génial. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je suis, parce que, un, ça me permettait de voir un nouveau sport. Et puis, deux, surtout, bah, je faisais un truc avec mon grand frère. Et ça, c'est cool. Ouais. Donc, au départ, je vais dans un sport que je connais pas du tout. Juste l'idée de faire un truc avec mon frère me paraît cool. Et puis, bah, je le suis pour ça. On arrive à la salle, on commence à s'entraîner, on rencontre les encadrants de la salle de l'époque. Et puis là, on se rend compte que bah, c'est un sport avec lequel, un, on a quelques facilités. Et puis deux, bah, pareil, on aime le sport et on se dit, OK, on veut faire ça. De fil en aiguille, on se met à la boxe, on continue le grappling, on se met au jiu-jitsu brésilien. Et puis la finalité, on se dit, bah, en fait, finalement, on a le compartiment debout, on a le compartiment sol. Pourquoi pas mélanger le tout et aller faire du MMA? Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et c'est parti comme ça, et tu te retrouves du coup à commencer le MMA, tu te retrouves après à assez rapidement au final commencer à faire des combats pro, comme on peut les entendre. Il me semble que ton premier combat pro c'était en Belgique, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Très bien, premier combat pro. Forcément, c'est une première fois, c'est un premier combat pro. C'est pas la première fois que tu te battais, mais dans un cadre différent comme ça, si c'était une première. Comment tu l'appréhendes ce combat? Comment est-ce que tu le vis aussi de te retrouver à cette échelle-là, à ce moment-là? Alors déjà, c'était la première fois que je me battais et qu'on m'applaudissait. Ça, je tiens à le dire. Ensuite, Ton frère n'était pas dans ce c'est ça. soutien. Non, là, on m'applaudissait, c'était génial. Et plus sérieusement, bah, comment tu le vis? En fait, pour être honnête, à ce moment-là, je ne me rends pas compte de ce qu'on fait. C'est-à-dire que je me dis juste, c'est un petit peu comme tu t'inscris dans un club de foot, et puis bah, le dimanche, tu vas faire un match. L'idée est là. C'est-à-dire que tu te dis, OK, on prend la voiture, on fait 2h30 de route, 3h, on arrive en Belgique, et puis voilà, on rencontre un gars qu'on n'a jamais vu, et puis on fait 3 fois 5 minutes de combat avec lui. Donc à ce moment-là, je n'ai pas le recul qui fait que je vais me dire, bah, en fait, je viens de faire un combat, quoi. Je n'ai pas ce truc-là. Donc je gagne ce premier combat, et heureusement, parce que je me dis, mais en fait, finalement, je ne me rendais même pas compte, donc j'aurais pu prendre une défaite sur ce truc, mais vraiment, on y a été avec un détachement... mais complet, où on s'est dit, ouais, bon, vas-y, on y va, et on verra. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, sur le premier combat, le tout premier, il y a zéro pression. Je pense que je suis vraiment inconscience totale. Mais peut-être que ça a aidé aussi. Bien sûr. Je sais pas, ouais. Bien sûr, ça a aidé parce qu'il n'y a rien qui comptait. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, en tant que professionnel, je vais faire attention à tout ce que je mange avant le combat, pendant le combat, et même parfois après, c'est rare, hein, mais bon, même parfois après. Et ben là, ce jour-là, pour te dire, on s'était pesé, et puis on était parti manger un hamburger juste après, quoi, avant le combat. Jamais je referais un truc comme ça aujourd'hui. Donc c'est te dire que vraiment, on n'avait aucune conscience de ce qu'on allait faire, et qu'on allait faire un combat, et que c'était un truc quand même important. Ouais. Et pour toi, l'importance de ça aujourd'hui, comment est-ce que tu la vois? C'était l'importance face au risque de ne pas être bien préparé, donc de mal gérer le combat. C'était l'importance sur le risque d'avoir une défaite, et on comprend que dans les sports de combat, le fait d'avoir une défaite, c'est des choses qui comptent. C'est quoi pour toi, du coup, avec le recul, les choses dont tu n'étais pas conscient? Bah, déjà, on va parler de juste effectivement avoir une défaite, c'est-à-dire que c'est compliqué de commencer sur une défaite sa carrière, c'est mauvais. Pour se lancer, c'est pas fou. Bah, c'est pas terrible, t'imagines. C'est vraiment pas fou. Donc du coup, mais il y avait cette insouciance-là, encore une fois. Donc aujourd'hui, là où on se rend compte que les jeunes commencent dès le départ à construire leur carrière, c'est-à-dire qu'ils vont passer par un cycle amateur qui n'existait pas au moment où nous, on a commencé. Donc on commençait directement par le circuit pro. Et ensuite, eux vont être plus dans un schéma de construction, comme dans tous les sports en vrai, on peut le voir dans la boxe, on peut le voir dans les autres sports qui ont un compartiment professionnel et un circuit effectivement amateur. Donc aujourd'hui, c'est possible ça, de passer par le circuit amateur, de commencer un petit peu à s'entraîner, à faire des compétitions amateurs, et puis ensuite de monter en professionnel. Et il y a des calculs qui se font dès le début. C'est-à-dire que dès le début, on va checker l'adversaire, on va regarder est-ce qu'on peut gagner, on va regarder comment faire évoluer et monter l'athlète. Alors que nous, à ce moment-là, tout ça n'existait pas. Cette partie-là de construction de carrière, de business, de management n'existait absolument pas. Ouais, c'est un peu la différence majeure qu'il y avait avec l'époque. Et c'est pas si vieux, c'était il y a 10 ans, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en 10 ans, le sport a évolué de manière
Mais c'est important de le dire, justement, pour ceux aussi qui ne connaissent pas du tout les sports de combat, l'importance d'avoir un bon ratio, d'avoir en fait, le moins de défaites possible. On pourrait se dire c'est le cas dans tous les sports, mais c'est encore plus le cas quand même dans les sports de combat. Et comme tu dis, commencer ta carrière pro avec une défaite, ça te met quand même en mauvaise position très clairement. C'est pas ouf. C'est pas évident. C'est pas évident. Et justement, sur ce sport-là, je pense qu'on peut l'aborder dès maintenant. On en a un petit peu parlé là il y a quelques minutes, mais le MMA fait partie des sports qui sont vus par ceux qui ne le connaissent pas comme un sport dangereux, comme un sport où il y a de très nombreux risques, un sport de brut, si je caricature le truc, c'est un peu le regard extérieur que certaines personnes peuvent avoir quand ils ne connaissent pas du tout le MMA et qui checkent un peu le truc de loin ou qui voient des vidéos passer, de compilations, de je ne sais quoi, qu'ils peuvent avoir sur YouTube. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu appréhendes cette question ? Quel regard est-ce que tu portes sur ton sport ? Et qu'est-ce que tu réponds justement à ceux qui ont cette vision de ce sport aujourd'hui ? Je leur en veux pas, déjà, premièrement, parce que c'est de la méconnaissance, c'est-à-dire qu'ils ne le savent pas de quoi ils parlent, et donc je peux comprendre qu'ils aient des idées reçues. Et ce que je fais, c'est que j'essaie de leur expliquer. J'essaie de leur expliquer les règles, le sport, un petit peu et puis leur transmettre ma passion. C'est aussi ça, moi, le sport, le MMA, c'est un sport que je pratique par passion, qui me fait, aujourd'hui, oui, j'ai envie, mais c'est avant tout un sport que j'aime, quoi, que j'ai dans la peau. Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est que j'essaie de leur transmettre cette passion-là et cette envie. Je leur montre des vidéos, je leur dis de venir essayer par moment. Ou alors, comme toi tout à l'heure en off, où je leur propose d'aller voir un événement pour se rendre compte un petit peu de ce que c'est le MMA. Ouais. Donc c'est un petit peu tout ça où je vais faire un petit peu l'ambassadeur de MMA pour leur expliquer que c'est pas ce que vous pensez. On parle du grillage souvent en se disant oui, mais ça fait un petit peu combat de rue, une cage, etc. Ce qu'il faut savoir, par exemple, sur la cage, juste pour rebondir là-dessus, c'est aujourd'hui l'ère de combat la plus sécurisante au monde. C'est-à-dire qu'il y a un tatami, on peut sortir du tatami et se blesser. Un ring, on peut passer à travers les cordes. Là, il y a pas ça n'existe pas. Et pareil pour que tout le monde comprenne bien, et on mettra aussi une image éventuellement, mais c'est donc parce qu'en fait c'est un octogone avec autour une forme de, je sais pas si grillage du coup c'est le bon mot, je sais pas quel terme est-ce que c'est du grillage. On va appeler un chien quoi. C'est du grillage clairement. Maintenant la forme peut varier en fonction de l'organisation. Ce qu'il faut savoir c'est que l'octogone c'est l'UFC, donc l'organisation numéro 1 au monde. Qui a cet espace grillagé en forme d'octogone. Ouais. Logiquement, les autres organisations ne sont pas censées utiliser la même forme pour leur organisation. Je dis bien logiquement. Ouais. Mais en vrai, chaque cage, après, a sa forme. Il va y avoir des rondes, il va y avoir des cages en forme d'hexagone, en forme d'octogone, en forme... Bref, voilà. Donc, toute forme possible, de zone exactement, de combat. De combat. Et justement, on parle du UFC, je pense que c'est le deuxième point de bascule qu'on peut aborder. Pour toi, c'est une date, le 11 avril 2015. C'est ton premier match à ce moment-là, dans ce qu'on peut considérer être la cour des grands, puisque c'est le premier combat que tu as eu au sein de la Ligue américaine, donc l'UFC, qui est la plus importante au monde et qui regroupe clairement les meilleurs combattants de la planète sur ce sport aujourd'hui. C'est donc forcément un élément important pour toi. Ça s'est passé, il me semble, à Cracovie. La première fois que tu foules le sol de cet octogone de l'UFC pour affronter le Taïwanais Rocky Lee. Qu'est-ce que tu peux nous raconter l'ambiance ? On parlait de ton premier match pro, premier combat pro il y a un petit peu avant. Là, forcément, c'est encore une autre dimension. Comment tu vis ce combat-là ? Sincèrement, je vais te faire le même parallèle qu'avec mon premier combat pro. Pareil, insouciance. Mais sauf que là, on la partage. Peut-être pas de burger juste avant. Là, il n'y avait pas eu de burger, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un truc. Mais pareil, insouciance. Et insouciance partagée, pour le coup, par mon frère, par les sparring partners, même par mon coach. C'est-à-dire qu'on signe. Et on était un petit peu la nouvelle génération de combattants français qui signaient à l'UFC. C'est-à-dire que jusque-là, tout le monde s'imaginait qu'on signait à l'UFC en fin de carrière. Quand on avait tout prouvé dans les sports de combat, et on pouvait signer à l'UFC, c'était un petit peu la reconnaissance. Et là, on se rend compte qu'un gamin de 22 ans, parce que j'ai 22 ans à l'époque où je signais à l'UFC, peut signer à l'UFC et combattre à l'UFC. Donc c'était un petit peu dingue à l'époque quand la nouvelle elle est tombée. Donc je pense qu'il y avait surtout beaucoup d'insouciance de notre côté où on prend le combat en se disant on va y aller, on va faire ce qu'on fait d'habitude quoi. Je veux dire c'est pas compliqué que ce soit l'UFC ou un autre truc, on va y aller, on va juste faire le même boulot. Et je pense pareil, pas forcément conscient des enjeux, bien entendu j'avais envie de gagner comme à chaque fois que j'ai fait et que j'ai pu combattre dans ma carrière. J'avais cette envie de gagner, cette envie de performer et de bien faire, mais je pense qu'il n'y avait pas cette conscience des enjeux, de ce qu'est l'UFC, de ce que ça fait, de ce que ça apporte, etc. Et encore une fois, peut-être que ça a aidé aussi, parce que de fait, là, il me semble que tu emportes ton combat sur décision unanime. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, décision unanime ? Pareil pour ceux qui ne connaissent pas le principe. En fait, il y a la décision, c'est quand vous arrivez au terme il y a 3 rounds de 5 minutes.
dans un combat standard, 5 rounds de 5 minutes dans un combat de championnat, donc pour un titre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que soit vous gagnez par KO, donc KO, ça, je pense qu'on comprend. Pas, hein, soit par soumission, donc c'est-à-dire on pousse notre adversaire à l'abandon à cause d'un étranglement sanguin, d'une compression musculaire ou alors d'une clé articulaire. Et il n'est pas KO, mais en gros, ça le met dans une position où il est un... C'est ça, une clé de bras, une clé de jambe, un truc comme ça. Ou alors par décision. La décision, c'est quand le combat arrive à son terme. Et là, c'est les juges qui vont décider. Donc il y a 3 juges. C'est les juges qui vont décider qui a gagné le combat. Donc s'ils sont tous d'accord, c'est une décision unanime. Si les juges ne sont pas d'accord, c'est ce qu'on appelle une décision partagée, donc une split décision en anglais. Et ça veut dire que y avait 2 juges sur 3 qui étaient d'accord et donc un autre juge qui pense que l'autre combattant a gagné. Donc forcément une date importante dans ta carrière qui t'a lancé aussi au sein de l'UFC. C'est pour bien comprendre d'ailleurs, pour prendre un peu de recul pour ceux qui ne connaissent pas, l'UFC, c'est suivi partout dans le monde en soi, mais tu considères que le MMA, c'est un sport qui est surtout populaire dans quel pays? Comment est-ce que tu vois le truc de ton côté? C'est surtout très populaire dans le sport où ça a été dans le pays où ça a été inventé, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est aujourd'hui aux États-Unis que se passent les plus gros événements, les plus gros stars naissent aux États-Unis. Je pense à par exemple Conor McGregor, je pense que ça va parler à plusieurs personnes, qui est un des plus gros représentants, je ne sais pas si je peux vraiment l'appeler représentant, mais en tout cas, c'est celui qui a mis le plus de lumière sur le MMA dans le monde. Aussi d'ailleurs, en croisant, on peut se rappeler d'un combat avec Mayweather, dans d'autres cadres et tout. Exactement. Ça a permis, de populariser le sport et de le rendre plus mainstream, qui fait que des gens connaissaient le MMA à travers Conor McGregor. Donc je pense que la différence, elle est là, c'est que c'est aux États-Unis, malgré tout, que pour le moment, en tout cas, ça se passe. Et c'est d'ailleurs les Américains qui ont le monopole globalement sur le MMA. Et d'ailleurs, une autre question qui peut revenir souvent, c'est la question du rythme pour un pratiquant de ce sport-là. C'est combien de combats en général par, typiquement sur un an et comment est-ce que tu organises la question combat et entraînement à côté? Comment est-ce que tu t'organises ça? Parce que forcément, pour que tout le monde comprenne bien, on ne parle pas d'un combat tous les 4 matins, c'est pas 3 matchs dans la semaine comme un match de foot ou autre. Non, c'est pas ça. On n'est pas en match tous les dimanches. C'est ça. Non, c'est pas ça. Alors, moi, j'aimerais bien, hein, mais c'est pas possible. C'est quand même assez traumatisant pour le corps, je pense qu'on s'en doute bien. Et puis, il y a aussi une partie dont on parle pas, mais c'est les régimes. C'est un sport c'est un sport de compétition à catégorie. Donc, forcément, il faut être dans sa catégorie de poids. Et ce qui fait que, vu les régimes qui sont pratiqués, et ça empêche, ça limite le nombre de combats. Maintenant, je pense qu'une bonne fréquence, globalement, c'est entre 3 et 4 combats par an. Ok, il y a un truc en général qui est possible. Si on avance un petit peu, autre point de bascule justement, un coup dur pour toi en l'occurrence, c'est ton départ inattendu de l'UFC. Tu considères que c'est toi-même comme un des plus gros coups durs que tu as dû surmonter dans ta carrière. En gros, tu avais 4 matchs, il me semble, disputés à ce moment-là. Tu en remportes 3, et donc c'est quand même très positif quand même en termes de performance. Et en l'occurrence, eh bien, ton contrat au sein de l'UFC n'est pas prolongé. Comment est-ce que toi, tu apprends la décision? Comment se fait d'ailleurs la décision de prolonger ou non? Est-ce que c'est juste l'UFC qui choisit? Comment ça se déroule? Et toi, comment tu as vécu cette décision-là? Alors, je vais essayer d'être bref et de lancer le truc au max. Du coup, moi, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, j'ai signé un contrat de 4 combats à l'UFC. Donc, je fais 2 premières victoires. Ensuite, je fais une défaite. Et le dernier combat de mon contrat, je le gagne. Logiquement, il n'y a rien qui fait que je ne devrais pas signer. Donc, voilà. Mon contrat, je fais mon dernier combat en septembre. D'ailleurs, le 3 septembre 2016. L'UFC revient le 3 septembre 2022. Peut-être qu'il y a un truc, je sais pas. Voilà. C'est le petit clin d'œil au passage. Et donc, en octobre, on me propose un combat. Moi, j'étais pas là, j'étais même pas en France. Donc, je dis, c'est un peu compliqué de combattre si je suis même pas dans mon pays, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, le truc passe et tout, etc. OK. Mais logiquement, il n'y a aucune interrogation sur est-ce qu'on va signer ou pas, parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et finalement, j'apprends que non, que je ne vais pas recombattre parce que mon contrat n'a pas été prolongé. Donc, je l'apprends par mon manager, Fernand Lopez, et mon coach qui m'apprend cette nouvelle. Forcément, coup dur parce que déjà, à l'époque, je n'ai pas forcément le même recul qu'aujourd'hui. Je suis plus jeune, donc un petit peu plus, un peu plus fougueux, j'ai envie de dire.
Donc je comprends, et surtout, grosse incompréhension, je ne comprends pas pourquoi je ne re-signe pas alors que j'ai fait des bons résultats. Ouais. Donc c'est compliqué à expliquer, et ce n'est pas le seul coup dur. Parce qu'en fait, à cette même époque, j'étais sous contrat avec Reebok, Ouais. donc en sponsoring. Et c'est simple. Ça va Le avec, quoi. lundi, j'apprends que je suis plus combattant UFC. Le jeudi, j'apprends que je suis plus sous contrat avec Reebok. Donc la semaine d'avant, je suis combattant UFC sponsorisé Reebok. 4 jours après, je suis dehors et j'ai plus de sponsor. Mon plus gros sponsor est parti et l'organisation pour laquelle je combats n'est plus là non plus. Et comment eux c'est quoi leurs critères pour décider de s'ils conservent ou pas Et je sais pas, ils sont extrêmement versatiles donc je comprends pas trop leurs critères jusqu'à présent. Enfin, ça s'est passé en 2000, je crois que c'était 2017. On est en 2022, donc ça fait 5 ans. Je sais toujours pas vraiment les raisons, déjà, premièrement. Et puis, deuxièmement, je comprends toujours pas leur méthode de recrutement, leur méthode de licenciement, et puis comment ils fonctionnent. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Je pense qu'il y a qu'eux qui se comprennent, en vrai. Donc, c'est vraiment difficile de les cerner, pour le coup. Dans ce genre de situation, c'est forcément un énorme coup dur pour toi, parce que l'UFC dans le MMA, c'est forcément ce que tout le monde vise. En l'espace de quelques jours, tu perds, à tout point de vue, beaucoup de choses. Comment tu fais dans ce genre de situation pour rebondir face à une difficulté et une étape aussi dure? Comment j'ai rebondi, c'est que j'avais j'avais de la chance de ne pas avoir tous mes points d'ancrage au même endroit, ce qui fait que j'ai pu me raccrocher à d'autres choses, j'ai pu me raccrocher à mes amis, à ma famille, à ma copine de l'époque aussi, qui avait été là pour moi notamment, et puis aussi au fait que je me suis dit, je crois en moi et en mes compétences, clairement, c'est-à-dire que je croyais en moi. Et c'est ce que je pense que c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est-à-dire que je me suis dit, OK, je ne re-signe pas. Donc j'aurais pu vite me mettre à penser des choses en me disant, c'est que je suis mauvais, c'est que ça ne marche pas, etc. Et pourtant, non, je me suis vraiment recentré sur moi, sur mes points forts, et de me dire que malgré tout, j'étais un bon combattant et que j'allais essayer de tirer le positif, un maximum de positif de ce truc-là. Je te le dis bien aujourd'hui, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé à l'époque. Qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai pas recombattu tout de suite derrière, parce que j'avais vraiment envie de prendre le temps de poser les choses, de voir ce que j'allais faire et quel allait être le plan d'attaque après ça. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis posé, j'ai attendu un peu, et puis après, je me suis remis en selle. Mais c'est une question que j'allais te poser. C'est intéressant, tu dis l'idée de se dire, en fait, d'une certaine façon, je n'avais pas mis tous mes œufs dans le même panier, c'est-à-dire que le MMA, c'est important pour moi et c'est plus qu'une grosse partie de ta vie, c'est un truc qui est massif, mais tu avais quand même tes amis, tu avais quand même ton entourage qui était là. Et c'est un conseil, je pense, qui est important parce que on entend tout le temps, dès qu'on parle de projet, de carrière, d'ambition sur des choses, on entend tout le temps ce côté, il faut se donner à fond et de fait, il faut se donner à fond, mais il y a aussi cette question peut-être d'équilibre, de se dire, faut quand même que tu aies de quoi rebondir ou de quoi te reposer pour gagner une forme d'équilibre, quoi. Il faut un plan B. C'est-à-dire que les gens qui sombrent, c'est les gens qui sont soit tout seuls, donc qui ne sont pas accompagnés, ou soit alors qui n'ont pas de plan B. C'est-à-dire que le plan A se casse les dents et ils se disent je fais quoi. C'est ça les gens qui sombrent. Moi, ce n'était pas mon cas et c'est ce qui m'a aidé et sauvé. Et aussi, peut-être que j'étais plus jeune dans ma carrière, etc. Donc ça m'a aussi... Le coup dur est plus digeste quand tu es jeune, malgré tout. Donc, mais ce que je pense, c'est que il faut toujours avoir sa petite solution rescue, quoi. Se dire, OK, j'ai tout mis là, j'ai la croyance, j'ai le travail, parce que je pense que tout commence de là, la croyance en ton projet et la croyance et le travail que tu vas fournir sur cette croyance-là. Et puis ensuite, il va y avoir, OK, il y a ça, mais malgré tout, il faut que je me dise, je mange quoi si demain, ça marche pas, quoi. Donc voilà. Il y a aussi une diff qui est illustrée là par ton cas, c'est la question dont ce sport fonctionne par rapport à d'autres sports. Je prends le cas du football par exemple. Aujourd'hui, dans le modèle actuel, alors il y a eu des projets de Super League, machin, mais dans le projet actuel, dans le fonctionnement actuel, si tu es un petit club, tu peux espérer au fil des années et au fil de plein de choses et aussi d'argent, mais monter jusqu'à atteindre un petit club local qui peut terminer au fil de dizaines d'années en Ligue 1, pourquoi pas. Dans le cas du MMA, c'est quelque chose qui est un petit peu différent parce que tu as je ne sais pas si on parle d'une ligue d'ailleurs, mais tu as une entreprise qui décide de fait de qui est dedans et qui ne l'est pas. Comment est-ce que toi tu vois, est-ce que tu considères qu'il y a une forme d'injustice là-dedans? Est-ce que tu considères que c'est cohérent? Comment est-ce que tu vois ça? Non, parce qu'en fait, je pense qu'il faut faire la différence entre une fédération et une entreprise. Et aujourd'hui, et le sport.
C'est-à-dire que les gens font beaucoup l'amalgame entre l'UFC et le MMA. C'est-à-dire que l'UFC est tellement connu que les gens pensent que c'est le sport MMA en fait. Alors que non, le MMA c'est le sport, l'UFC c'est une organisation privée et c'est une société. Donc le but de toute société, c'est de générer des fonds, de faire du profit, de l'expansion, etc. Donc eux, ils n'ont pas les mêmes intérêts qu'une fédération. Donc leur réussite, c'est de dire, en 10 ans, nous, on a progressé de tant de millions, de tant de milliards, de tant de... Voilà notre résultat. C'est ça leur ambition. Alors qu'un club, c'est un petit peu différent. Il y a la fédération qui accompagne. C'est une croissance qui est complètement différente qu'une société pure et dure comme peut être l'UFC. Ouais, c'est clairement différent et c'est bien de pouvoir le souligner, quoi. Et justement, je pense qu'on peut arriver à un autre point de bascule, un autre élément important. C'est donc en France un arrêté ministériel de l'ex-ministre des Transports Roxana Maracineanu en janvier 2020. On le disait, c'est donc un arrêté qui a permis d'encadrer, de permettre de façon beaucoup plus simple l'organisation de compétitions de MMA en France. Déjà, comment est-ce que toi, tu as reçu la nouvelle parce que du coup, ça faisait des années que tu étais déjà en MMA, tu as fait l'UFC avant même du coup, cette autorisation-là formelle en France. Comment est-ce que tu l'as vécu, le moment où ça a été officiel et ce truc a été annoncé ? Écoute, comment je l'ai vécu ? Bien, forcément. Au début, j'y ai pas trop cru, pour être honnête. Ça serait mentir que de dire que j'y ai cru tout de suite. Non, j'y ai pas cru du tout. Après, je l'ai plutôt bien accueilli, forcément, parce que je me suis dit, enfin, ça y est, on y est. Et qui dit organisation, dit possibilité de pouvoir combattre chez soi. Et c'est ce qui n'était pas possible. Très clairement, en fait, on allait en compétition, on est dans tous les pays dans le monde, combattre. Mais on ne pouvait pas combattre chez nous. Donc on allait avec notre petit drapeau, comme ça, on était 3. On était ressemblés à 3 Gaulois qui vont dans un village romain pour affronter un petit peu le combattant local. Forcément, à la décision, on se faisait souvent rouler. Mais bon, c'est comme ça, on avait l'habitude. On a même inventé un terme qui s'appelle la décision sauce maison. Je t'explique. Ça, c'est quand tu sais qu'il y a une décision très litigieuse et que les gars te balancent un truc et te disent t'as perdu, tu comprends pas pourquoi et ils ne peuvent pas t'expliquer non plus pourquoi. Donc ça, c'est un peu les problématiques qu'on avait justement à toujours être les étrangers. Et là, pour le coup, quand elle vient et qu'elle légalise le sport, ça nous permet d'organiser chez nous, ça permet d'encadrer le sport aussi, ça permet notre propre jury qui maintenant... Exactement, c'est ça. Et puis ça permet de former des jeunes, parce que l'avenir, il est là finalement, et c'est les jeunes. C'est-à-dire que les combattants américains, je prends les États-Unis, mais il y a d'autres pays, mais les combattants américains, eux, pour la plupart, ont commencé assez tôt le MMA. Là, aujourd'hui, on a une génération de combattants de MMA qui commence à 10 ans, 9 ans. Ces combattants-là seront plus forts que moi à mon âge, quoi. Ils seront plus complets, ils seront plus performants que nous, parce que ils vont connaître un MMA beaucoup plus développé. Et c'est ce qu'ils ont aux États-Unis. Ils ont un MMA qui est beaucoup plus développé, des structures qui leur permettent de plus développer leur performance sportive. Et donc, nous, c'est ce qui nous manquait. On avait un bon savoir-faire, parce que malgré tout, même en étant un sport interdit, on arrivait à faire de grandes choses. Mais là, aujourd'hui, c'est plus pareil, quoi. Ouais, ce que ça permettra, du coup, c'est à la fois, j'imagine, la possibilité pour des Français d'aller en UFC plus souvent parce qu'il y a des gens qui viennent, mais aussi d'avoir, j'imagine, une structure en France et la capacité en France d'avoir des événements d'envergure et de plus en plus importants. Parce qu'on a l'UFC, pour bien comprendre le paysage, aujourd'hui, c'est quoi les autres... Est-ce qu'il y a d'autres grandes structures, d'autres pays qui ont des structures fortes ? Alors, il y a l'UFC. Donc, qui est en haut de la pile. Ensuite, il y a d'autres organisations. Il y a une organisation asiatique, notamment, qui s'appelle le ONE FC, qui est très bien. Il y a une organisation, une autre organisation américaine qui s'appelle le Bellator, qui est aussi une belle organisation. Ils ont organisé, d'ailleurs, très récemment sur Paris. On a une organisation française qui est très prestigieuse, qui est d'un très haut niveau, qui s'appelle Ares, qui organise ce vendredi. Donc, voilà. Et donc là, il y a un événement pour ceux qui voudraient suivre ça. C'est ce vendredi. C'est ce vendredi, voilà. C'est ce vendredi. C'est une très belle carte. C'est à Paris. C'est le 20 mai, c'est à Paris, c'est à Porte de Versailles. Je vous explique. Vous y allez, vous vous garez en dessous, vous regardez le fight. Et voilà. Vous avez que du kiff. 1h30, 2 heures de kiff. Très, très intéressant. Et on suivra ça, du coup, là, en fin de semaine. Et toi, dans ton cas, c'est peut-être la dernière
Dernière question sur la suite, sur ce qui vient. Comment est-ce que tu vois tout ça? Donc on comprend que le paysage évolue en France, ça se développe, il y a plein de choses qui arrivent en ce moment. Toi, dans ton cas, tu vois, quelle position est-ce que tu as aujourd'hui? Il y a forcément en tant que sportif, il y a aussi en tant que consultant notamment, parce que depuis quelques années maintenant, tu es sur RMC Sport et tu as cette nouvelle casquette qui est un autre truc qui d'ailleurs t'a permis de te faire connaître là aussi du grand public. Qu'est-ce que tu envisages, toi, pour la suite maintenant, dans les prochaines années Pour ma suite, on est bien d'accord. Ouais. Bah, pour ma suite, déjà, j'envisage de combattre très prochainement, c'est-à-dire en septembre. Très bien. Donc voilà, et à l'UFC. Très Parce bien. que l'UFC arrive, comme je disais tout à l'heure, le 3 septembre 2022. Donc, Donc, arrive à Paris. à Paris. Ouais. Donc j'ai de grands espoirs d'être sur cette carte. Et puis ensuite, bah, voilà, c'est de poursuivre mon chemin et de reprendre l'histoire là où elle s'est arrêtée en 2017. C'est-à-dire combattre, performer et aller aussi loin que je puisse aller, quoi. Donc, voilà. On suivra du coup tout ça. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci pour l'invitation. C'était génial. Je pense que c'était très cool de déjà revenir sur ton parcours et de faire connaître aussi ce sport qui est parfois méconnu, de se plonger avec quelqu'un d'envergure dans ce domaine-là sur ce sport et de bien comprendre tout ça. Merci beaucoup vraiment pour ton temps et très hâte de voir la suite. Bah, on verra, on suivra. On suivra tout ça. Et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, merci à vous vraiment pour l'invitation. J'ai été bien reçu en plus. Donc, C'est plaisir. super équipe et super concept. Et voilà.